Bonjour Sophie Artuis. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer pour cette interview. C'est un plaisir. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédienne. Avant de commencer, explique-nous d'où t'es venue cette envie de devenir comédienne. Je vais essayer de résumer sans trop tricher. Une envie d'enfant, enfin de toute jeune fille, comme plein, qui rêve devant... Après, je vous raconterai une anecdote qui est un petit peu marrante, enfin, je trouve. Ok. Mais en fait, je n'osais pas dire que je voulais être comédienne, et je dessinais énormément. Donc, je suis allée aux Beaux-Arts, et après les Beaux-Arts, en fait, je me suis dit, je vais faire du décor de théâtre, ce qui va me rapprocher des comédiens. Donc je suis allée aux Beaux-Arts pour préparer une école de scénographie dans laquelle il y avait aussi une section comédien. J'essayais les passerelles, de m'infiltrer un petit peu dans les cours des comédiens, c'était pas gagné. Donc je me suis inscrite en même temps à l'école du cirque, dans un centre d'art dramatique qui donnait des cours du soir, et voilà. Et petit à petit, ma première vraie expérience, c'était un décor, et puis à la fin du travail sur le décor, le metteur en scène m'a dit il y a un rôle pour toi, je sais que tu en rêves, que tu en as envie, donc tu oublies ta casquette de décoratrice et tu te mets au travail comme comédienne, et ça a été le starter, voilà. Super. Du coup, c'est parti de là? Oui, si tu veux, je te le fais en très résumé. Ouais. Parce que... Et ensuite, c'était le théâtre, bon, un petit peu... que je voulais faire. J'avais peur de l'image, j'avais peur du cinéma, de la télévision, je ne me sentais pas légitime là. Au théâtre, je me disais que je pouvais trouver une place. Et puis, en fait, j'ai été, c'est pas tout à fait une excuse, mais j'ai été enceinte une année où on m'a proposé 2 ou 3 pièces même, que j'ai dû refuser parce que chaque fois ça tombait au moment où... Et mon père, qui avait une boîte de production, travaillait dans une société de doublage, et il m'a dit, écoute, avec tes copains avec qui vous faites du théâtre à l'œil, venez vous gagner un petit peu de sous au doublage, et on est toute une bande qui avons commencé comme ça. Avec ça, d'accord. Donc c'est à ce moment-là que tu es arrivée dans le doublage. Oui, voilà. Et là j'avais une trentaine d'années. D'accord, ok. Tu te souviens de ton tout premier rôle de doublage? Avec justement un premier rôle, on va dire. Oui, c'était justement chez mon père, et c'était dans une série qui s'appelait La Grande Vallée, un western. Et j'avais tellement peur que j'avais demandé à mon père de me montrer les images avant. Et la fille, donc on était dans un western, elle avait une chemise à carreaux noire et jaune. Et j'avais trouvé la même chemise pour aller la doubler en me disant, ça va m'aider. Tu seras dans le rôle, quoi. Oui, c'est ça. C'est complètement... Après, je me souviens que j'avais peur, j'étais assise dans le canapé en me disant, mon Dieu, ça va être bientôt à moi, quelle horreur, avec une sorte d'envie d'être aspirée par le sol. Et puis une fois qu'on y est, c'est que du plaisir en fait. Ouais. C'est un jeu. Tu as une voix qui est très reconnaissable, et en même temps, tu as le don de la transformer presque à volonté. Tu es capable de doubler autant de femmes fatales, que de petits garçons. Oui, alors pas que fatales. Mais oui, alors je suis pas sûre que je sois tant capable que ça de la transformer. Je crois que c'est un timbre. En fait, c'est pareil, tu interprètes, et quand tu doubles un petit garçon, ta voix, elle se place pas de la même façon, et tu mets ton cartable sur le dos, et tu as ton goûter dans ton cartable, et tu vois, et ta voix, je pense, elle émet un autre son, mais je la transforme pas vraiment. Ouais. Enfin, j'ai pas l'impression. Tu fais pas un gros effort de transformation. Non, parce que quand tu transformes trop arbitrairement, tu perds le jeu, tu t'arrives plus à être sincère, enfin moi. Donc il faut quand même que, tout d'un coup, il y a des petits garçons où ça sort très facilement, puis d'autres petits garçons plus exubérants, plus aigus, où du coup ça prend pas sa place, tu vois. Ça, c'est des rencontres. D'accord. Plus que des transformations. Maintenant, c'est vrai que, oui, dans des dessins animés, on peut s'amuser à être l'écureuil plus aigu, le balai plus... Voilà, bien sûr, oui. Ta voix est très connue, notamment pour être celle de Jennifer Love Hewitt, que tu as commencé à doubler à partir de 1995 dans la série télévisée La Vie à 5. Tu te souviens de ton tout premier doublage sur Jennifer Love Hewitt? Oui, alors ça je m'en souviens très très bien, parce que c'était un directeur de plateau qui s'appelait Marc de Georgie, qui me faisait travailler par ailleurs, qui m'appelle en me disant, écoute, il y a une comédienne qui arrive dans une série que je dirige, elle est plus jeune que toi, mais... ça pourrait le faire, mais enfin, elle est carrément plus jeune. Oh, écoute, elle a 5 lignes, viens, sur ce ton-là. Et 8 jours plus tard, il m'appelle en me disant, alors j'ai 2 nouvelles à t'annoncer. 1, ce personnage prend de l'ampleur. 2, ils ont adoré ta voix sur elle. Et voilà comment j'ai commencé. Et je le remercie encore.
Du coup, suite à ça, tu l'as doublé sur un grand nombre de films et de téléfilms, jusqu'à la célèbre série multi-rediffusée Ghost Whisperer, dans le rôle de Melinda Gordon, une sorte de médium. Comment est-ce que tu décrirais le rôle? Je vais pas cracher dans la soupe, je trouve qu'elle est très... Elle s'est donné une sorte de beau rôle, de bonne conscience, de fille bienveillante. Alors voilà, la bienveillance, c'est charmant. Je ne sais pas comment je décrirais le rôle. Après, si je veux en parler, oui, si je dois faire de la pub pour, je vais dire, elle est une passeuse entre c'est ce qu'est la série, elle est une passeuse entre des vivants et des morts. Et moi, je trouve ça marrant parce que, oui, on peut interpréter des signes, on peut voir des signes, on peut imaginer des gens, on peut avoir ces fantômes. Et tout ça, moi, ça me va. Ouais. Mais je sais pas très bien la décrire, enfin tu vois, décrire le personnage. Décrire le personnage. Non. Je m'appelle Melinda Gordon. Je viens de me marier, d'emménager dans une petite ville et d'ouvrir une boutique d'antiquités. Je pourrais être comme vous. Mais depuis mon enfance, j'ai découvert que je peux entrer en contact avec les morts. Les esprits errants, comme disait ma grand-mère. Tu l'as retrouvé après Ghost Whisperer sur d'autres rôles Oui. Ouais, longtemps après la série, je veux dire, quand tu la retrouves, t'es contente de la retrouver, c'est quelqu'un que... parce que c'est vrai que même si... la voix match, et donc je sais pas d'où ça vient, mais du coup c'est tellement... C'est presque trop facile, tu vois, parce que j'ai plus qu'à lire la rythmo, quoi. Enfin j'exagère, mais... Puis elle est toujours dans des sentiments un petit peu mielleux, donc tu dois pas sortir de toi, ou des grosses colères, ou des... En fait elle joue un peu toujours la même chose, bien sûr. Donc... merci Jennifer, ne le prends pas mal. En 97, dans la série Buffy contre les vampires, tu prêtes ta voix à Robbia la Morte, qui joue donc Jamie Calendar pendant 14 épisodes. J'ai été élevée par le peuple qu'Angel a fait le plus souffrir. Mon devoir envers eux passe avant tout, c'est ce qu'on m'a enseigné. Je ne suis pas venue ici faire du mal. Et si j'ai menti, c'est parce qu'à mes yeux, c'était la seule chose à faire et je ne savais rien de ce qui se passerait. Quel souvenir tu gardes de cette période sur la série? Super. D'abord, c'était une série sympa à doubler, c'était marrant, c'était original, c'était une des premières qui sortait un petit peu du lot. On était une équipe plutôt très sympathique, on s'entendait bien. Et Robbia la Morte, j'adorais cette comédienne. Et puis j'adorais le personnage, j'avais pas vu venir. C'était sombre comme ça. Mais je l'aimais bien elle aussi, je trouvais que ça marchait bien. Ouais, ça marchait super bien. Et Buffy contre les vampires, ça a été l'occasion, je t'en parlais tout à l'heure, de me mettre un peu les pieds à l'étrier pour ce qui est de l'adaptation, puisque je fais ça aussi maintenant. Et ça, c'était les premiers galops d'essai. D'accord. Sur pieds à l'étrier, galop d'essai, c'est bien. T'es une liste impressionnante de doublage. T'es entre autres la voix de Helen Huddy dans le rôle de Myra Bing dans Dr. Quinn, femme médecin. Ouais. C'est-à-dire que j'ai réfléchi. Je pourrais peut-être le prendre avec moi quelque temps. Au saloon? Ben oui. J'en ai discuté avec Hank. Il a dit qu'il pourrait peut-être lui trouver des petites choses à faire pour qu'il se rende utile. C'est pas le boulot qui manque, au saloon. Ou encore celle de Janet Jackson pendant 25 épisodes dans la série Fame. Tu te souviens de cette période, Janet Jackson? Alors là j'ai une petite anecdote qui est bête, mais c'était un peu mes débuts aussi. Et c'était Perrette Pradier, je crois, qui dirigeait ça. En tout cas quelques épisodes. Et un des premiers trucs, sessions où j'arrive, une des premières phrases que je dis, qui se terminait par boulet. Et elle me dit, boulet de canon. Et je dis, ah bon, on recommence. Et je dis, boulet de canon. Donc voilà, flagrant délit d'incompréhension totale de direction d'acteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu doubles également des petits garçons et des jeunes hommes. C'est par exemple le cas... Jeunes hommes, ça s'arrête à 8 ans quand même. Mark Foster, dans Notre Belle Famille. Ah non. Ah oui. Ah non, je pensais que tu pensais à marier 2 enfants. Tu retiens pas cette série, non. Tu l'as pas. Alors là, je suis obligée de t'en parler parce que là, c'était fou rire sur fou rire. Y a personne dans cette maison qui apprécie mon sex appeal. Pourtant, j'en ai. Cette famille est folle alliée. Enfin, heureusement, j'ai une copine maintenant.
Et à propos, pas, je voudrais 60 $ pour l'emmener au concert ou bien elle va y aller avec un type qui lui plaira pour de bon. Les gens venaient sur le plateau pour nous voir parce que c'était carrément du théâtre. Ouais. Michel faisait des impros qui étaient à pisser de rire. Et là, moi, quand j'ai commencé, il avait 6 ou 7 ans. Ça a duré 7 ans, la série. Donc, il commençait à avoir 14 ans. Et Arlette Thomas, qui était la directrice de plateau, me donnait que des indications relatives à me sors tes couilles, tes poils, monte ta petite bite. Et je lui disais, ça ne me parle pas. Et ça devenait, et je voulais plus le faire parce que c'était. Et puis tout le monde se marrait en disant, mais non, mais comme le mot n'est pas fini, enfin le personnage, il est ridicule, il est bête et méchant, il n'est pas fini, donc ça va très bien qu'il ait cette espèce de voix, voilà. Et Michel Dodal m'appelle Petite Bite depuis. Ah, d'accord. Michel, si tu vois ça. Et du coup, Marc Foster, tu te souviens? Alors ça, dans Notre Belle Famille, durant les 6 premières saisons. Ah oui, à ce point-là? Ouais. Bah donc il a dû grandir aussi. Oui, il a grandi aussi. Bah, j'ai dû... donc, Qui a marqué le point qui nous a permis de gagner le championnat en 60? Bill Mazerovski, 7e jeu, score final, 19, ma grande. Il est impressionnant. C'est bien la réponse? Demande-moi ce que tu veux, je suis incollable au baseball. Là, pour le coup, c'est un rôle complètement différent de ce que tu avais fait avant. Alors, du coup, c'est peut-être un peu similaire à Marier 2 enfants. Oui, c'est ça. C'est vrai, quand j'ai commencé, on m'a demandé beaucoup de petits garçons, parce qu'un jour, j'en ai fait un, et ça a bluffé. Enfin, ça a collé. Et du coup, ils se sont donné mon numéro de téléphone là-dessus. Et moi, je voulais en sortir à un moment donné. C'était très, très difficile d'en sortir. Et puis, j'en suis sortie un peu avec Jennifer Love Hewitt, Janet Jackson, puis d'autres, mais ça a été difficile de faire passer de l'un à l'autre. Et maintenant, comme ils prennent principalement des vrais enfants, ce qui est beaucoup mieux parce qu'il y a quand même une fraîcheur qu'on n'a pas, bon, on m'a recyclé un petit peu dans les femmes. Tu as aussi beaucoup doublé de dessins animés, dont un très connu des enfants des années 90 comme moi, Marcelino, où tu doubles justement Marcelino Panivino. Panivino, c'est mon nom, Marcelino Panivino. Ça veut dire pain et vin. Ah bon? Et d'où viens-tu? Je viens du monastère. C'est là que vivent les moines qui m'aiment beaucoup. Et aussi l'homme qui habite dans le grenier. Oui, le petit garçon, à la voix d'or, je me flatte. Il s'appelait comme ça. Ouais, ça c'était très très sympa aussi à faire. Ouais. Parce que oui, on était au départ 3 comédiens pour faire tous les animaux, tous les moines. Justement, on entend ta voix sur plusieurs... Oui, alors c'est vrai qu'on assumait qu'on soit reconnu. Mais du coup, nous 3, à la barre dans le studio, c'était vraiment très 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 sympa parce qu'on se renvoyait l'ascenseur, on se parlait vraiment, on était tout le temps, tous les 3, puisqu'on avait toujours un animal. Enfin, donc ça, c'était sympa. Et puis c'était joli. J'adore ton rire, petit homme, j'adore ton rire. Nous autres, les vautours, nous ne savons pas rire. Tu as sauvé la vie de mon petit. Il est né cette nuit. Plus tard, vous serez amis. Ouais. Oui, le dessin animé est juste exceptionnel. Maintenant, nos enfants le regardent. Ah, oui. Très bien. Tu es aussi la voix de Tom Tom dans le dessin animé Tom Tom et Nana. Oui, première version. Parce que là, justement, je crois qu'ils ont pris un vrai... Enfin, je sais pas. Ils ont refait les... Ils ont refait, ouais. Ok. Dans ta carrière dans le doublage, est-ce que tu penses justement, on en parlait tout à l'heure, qu'un de tes rôles t'a aidé ou à l'inverse peut-être bloqué pour d'autres rôles? C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, dans le rôle de garçon, est-ce que tu penses qu'il y a des rôles qui te sont passés à côté parce que tu étais catalogué comme une voix de petit garçon? Oui, je pense qu'il y a des rôles de femmes que j'aurais pu faire, enfin, ou de filles, à cette époque-là, où on ne pensait pas à moi parce que j'étais une voix de petit garçon. Et maintenant, c'est la voix de Jennifer Love Hewitt, c'est une voix reconnaissable. Ouais. Et comme il y a des rediffusions beaucoup, on me dit on t'entend énormément, alors qu'en fait, je travaille pas beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Est-ce que Jennifer Love Hewitt m'a bloqué sur d'autres choses? Peut-être. Enfin, ce serait plutôt les rediffusions que la voix elle-même. En même temps, tu vois, l'autre jour, j'ai été faire un truc et pareil, le type m'avait dit oui, ok, viens, mais il entendait Jennifer Love Hewitt et le personnage n'était pas du tout ça. Il m'a dit ah mais c'est hallucinant, j'entends plus du tout ça. Et ça sort différemment. Oui, ça sort différemment, c'est pas les mêmes intonations. Quel type de rôle tu prends le plus de plaisir à doubler? J'aime pas quand c'est exubérant. En fait, j'aime bien quand c'est drôle, mais c'est beaucoup plus difficile à faire en fait. Et donc, en fait, tu prends du plaisir quand le personnage te correspond. Après, et quand la situation est forte, quoi. Enfin, alors qu'elle soit comique ou. Mais c'est vrai que si je suis un petit peu intimidée par un personnage que je connais pas, ou j'arrive dans un studio, je connais pas les gens, je sais pas ce que c'est.
j'ai plus de facilité à rentrer dans quelqu'un qui a une voix un petit peu posée, un petit peu calme, un petit peu triste, un petit peu mélancolique, tu vois, plus que sur les exubérants où il faut contrôler comment la voix monte. Bon, mais après, j'avais fait aussi un rôle important, c'était Hélène DeGeneres. Qui avait fait une série qui s'appelait Hélène, où il y avait eu 5 saisons. Je me souviens très bien de toi. On prenait le même chemin pour aller à la maison après le lycée. Mais quand j'arrivais à côté de chez toi, je faisais demi-tour et je me tapais 10 km à pied pour rentrer. Tu as toujours été très drôle. Ouais, c'est vrai. J'étais une marrante. Ouais, mais je ne suis pas toujours marrante maintenant. J'ai aussi un côté sérieux. C'était énorme. Et elle, c'était vraiment un clown verbal, comique. Il y avait eu 24 essais, je crois, pour... Donc tu faisais la voix d'Hélène déjà? Oui. Et là, ils étaient obligés d'écrire sur la bande rythmo, donc ce qu'on lit. Ils étaient obligés de mettre des petites barres pour réserver les temps de respiration. Tellement c'était une mitrailleuse. Si tu veux, le principe du personnage, c'était quelqu'un de très 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 gentil, mais qui dit tout ce qu'elle pense. Donc elle dit, il est horrible, ton pull il est horrible. Enfin, non, je voulais pas du tout dire qu'il était horrible. En fait, c'est parce que mon oncle, que je détestais, avait le même... Non, je détestais pas mon oncle, il était super gentil. Mais en fait, son pull, lui allait pas. Parce que peut-être sa femme, elle l'avait mal lavé dans la machine à laver. Mais le tien, il est très joli, en fait, il va très bien. Voilà, je te fais Donc c'était... mais ça, c'était génial à faire. Et ça, c'était un rôle plutôt comique. Et là aussi, on s'est bien marré. Okay. Tu n'as pas tout, toi. Non, je n'ai pas tout. Je l'ai dit, il y en a beaucoup. Donc, est-ce que tu as d'autres anecdotes un peu dans ce style-là à nous raconter? Dans le style des boulets de canon. Ouais, c'est ça. Non, enfin, c'est un petit peu idiot, mais c'est... En fait, je me suis souvenue, il n'y a pas très très longtemps, que quand j'étais petite, je me mettais devant la glace de la salle de bain, je me faisais croire que j'avais de la poitrine, parce que pour moi, le cinéma, c'était être actrice, c'était avoir une belle poitrine qui montait et qui descendait avec la respiration, et qui parlait en décalé. Donc je pense que je voyais des films mal doublés, et donc je faisais « je t'aime ». Et voilà, et je me suis souvenue de ça il n'y a pas très longtemps en disant, je vous le dis, mais c'était un secret de salle de bain jusque-là. Et puis sinon, des petites anecdotes jolies, c'est un jour à la maternelle où mon fils était, la maîtresse me convoque en me disant, votre fils a un vrai problème psy par rapport à vous, il vous prend pour un bébé animal, enfin je te le résume. Et en fait, elle avait mis un disque et Thomas dit, en entendant le bébé lapin, c'est maman. La maîtresse lui dit, ça va, enfin... Et puis au bébé lion, il redit c'est maman. Bébé autruche, il dit oh maman. Et au 4e animal, bébé animal, je lui ai dit là de se taire et je suis inquiète et je voulais vous voir. Et donc bon, c'était conte pour enfants passage que j'avais enregistré. Elle pouvait pas savoir parce que j'avais pas le même nom que mon fils. Mais et du coup quand tu lui as dit, elle éclate, elle est devenue toute rouge. Et puis c'était très mignon. En fait, c'était très gentil de sa part. Elle avait eu un regard. Inquiétée, ça peut être inquiétant effectivement. Si c'était pas le cas, c'est bizarre. En fait, c'était juste marrant. Il me reconnaissait, quoi. Et puis oui, quand on parle des enfants comme ça, des dessins animés, j'ai un neveu qui a été voir Chicken Run avec sa maman. Je faisais une poule là-dedans et sa maman lui dit t'as vu la poule, la poulette, c'est Sophinette. Et le gamin a fondu en larmes dans le cinéma en disant Sophinette, c'est devenu une poulette. Voilà. C'est des trucs un peu mignons des enfants qui ont cette fraîcheur. L'innocence des enfants qui ne comprennent pas trop le principe. C'est bien, ça veut dire que la magie fonctionne. La magie opère, ouais. Merci beaucoup Sophie pour cette interview. Je t'en prie. J'ai été ravi de te rencontrer et de revenir avec toi sur ta carrière dans le doublage. Que nous dirait Melinda Gordon pour clôturer cette interview? Je m'appelle Sophie Artuis et aujourd'hui, je viens d'entrer en contact avec Johan sur VF en série.